Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui repartent après le coup de mou d'hier. On gagne 1,4% à Paris pour le CAC 40. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On notera que les statistiques macroéconomiques continuent d'être favorables. On l'a vu avec l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis qui accélère d'un mois sur l'autre. On est à 742 000 créations de postes dans le secteur privé aux États-Unis au mois d'avril après 565 000 en mars, un chiffre qui a été révisé à la hausse. On attend le grand rapport mensuel sur l'emploi ce vendredi avec des attentes qui tournent autour d'1 million de jobs créés le mois dernier aux États-Unis au total. On a par ailleurs la confirmation que l'activité dans les services en Europe commence à frémir au mois d'avril, un mois marqué encore évidemment par des restrictions sanitaires assez dures, mais la partie service arrête de se dégrader, se stabilise, voire commence à frémir, ce qui est évidemment de bon augure pour la suite. On voit que la très bonne tenue de la partie industrielle, manufacturière commence à se diffuser également à l'ensemble du secteur des services. Aux États-Unis, qui sont évidemment en avance de phase, on voit des services qui tournent toujours à haut niveau, même si l'ISM Service est ressorti un petit peu en deçà des attentes, tout comme l'ISM manufacturier un peu plus tôt cette semaine, ce qui conforte l'idée qu'on a peut-être passé le pic de l'accélération de croissance aux États-Unis. On reste toutefois sur des chiffres d'expansion qui sont impressionnants d'un point de vue historique. Voilà pour la toile de fond conjoncturelle. L'événement qu'on va mettre à la une dans Smart Bourse, c'est Donald Trump qui reste banni du réseau Facebook. La décision vient de l'organe de supervision indépendant de Facebook qui a confirmé donc la sentence qui avait été appliquée le 7 janvier dernier après les événements du Capitole. Une sentence confirmée par l'organe de supervision qui n'oublie pas quand même de rappeler ses responsabilités au management de Facebook. Il faut préciser, définir les critères qui permettent de justifier cette sanction et définir un barème de pénalité d'une certaine manière. Ça n'est pas approprié de maintenir une suspension à durée indéterminée. Ce n'est pas une sanction qui est appropriée. Voilà ce qui ressort du jugement, on peut le dire comme ça, qui a été décrété par l'organe de supervision de Facebook aujourd'hui. Une décision importante, donc qu'on pourra commenter avec nos invités de Planète Marché dans un instant. D'autres sujets sont à venir également sur les marchés. On pourra parler des cryptos également. Pourquoi est-ce que le Bitcoin est aujourd'hui challengé par d'autres crypto-monnaies telles l'Ethereum ou le Dogecoin, dont on parle de plus en plus, qui pèse déjà près de 90 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Voilà pour les sujets de Planète Marché. Puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, quart d'heure thématique qui sera consacré à l'immobilier et les stratégies de diversification dans l'investissement immobilier. On en parlera avec le président de Foncière Magellan qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé complet de la séance après clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture en nette progression ce soir à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui gagne 1,40% à 6339 points au terme d'une séance marquée par la publication des indices PMI en zone euro, mais également par la publication de l'indice ISM aux États-Unis ou encore de l'enquête sur l'emploi ADP aux États-Unis également pour le mois d'avril. En zone euro, tout d'abord, les indices PMI mettent en avant une accélération de la croissance dans les secteurs privés au mois d'avril. Pour l'ensemble de la zone euro, l'indice PMI composite ressort à 53,8 points, soit légèrement plus que son estimation flash et en progression par rapport au mois de mars. Un indice porté par l'activité manufacturière, mais également par les services dont le PMI ressort en progression à 50,5 points. En France, l'indice PMI des services au mois d'avril ressort de son côté à 50,3 points en progression par rapport au mois précédent. Au global, le PMI composite progresse de 1,6 points à 51,6 points et ce malgré les mesures de restriction. Ailleurs, en zone euro, on note que
l'Allemagne voit l'activité dans le secteur privé reculer légèrement de son côté après un mois de mars record. Le PMI composite passe de 57,3 points en mars à 55,8 points au mois d'avril, avec un léger recul dans les services comme dans le secteur manufacturier. L'Italie fait en revanche face à une contraction dans le secteur des services qui continue, avec un PMI dans les services qui passe de 48,6 points en mars à 47,3 points au mois d'avril. Italie toujours, le composite limite cependant son recul à 51,2 points. Et on finit avec l'Espagne qui voit son activité de service faire un bond au mois d'avril et passer de 48,1 points au mois de mars à 54,6 points au mois d'avril. Aux États-Unis, à présent, encore un peu de chiffres avec l'indice ISM cette fois-ci, plus suivi aux États-Unis que l'indice PMI Market. L'indice ISM qui fait état, lui, d'un recul des activités de service au mois d'avril, ressortant à 62,7 points contre 63,7 points au mois de mars. Mais les investisseurs qui ont surtout découvert cet après-midi l'enquête sur le nombre de créations d'emplois aux États-Unis menée par le cabinet ADP. Le cabinet ADP qui estime à 742 000 le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé au mois d'avril, un niveau élevé, le plus élevé depuis septembre, même si le consensus Bloomberg s'attendait à plus. Il n'en reste pas moins qu'en mars et en avril, plus d'emplois auront été créés aux États-Unis que sur les 5 mois précédents, à savoir 1 300 000 emplois créés sur ces 2 derniers mois. Donc, verdict à présent vendredi en ce qui concerne les chiffres de création d'emplois du Bureau of Labor Statistics. Rappelons également brièvement que les craintes d'une réduction du soutien de la Fed sont toujours présentes aux États-Unis. Les investisseurs ont légèrement été déstabilisés hier par une déclaration de Janet Yellen. Celle-ci a en effet estimé qu'une légère hausse des taux pourrait être nécessaire afin d'éviter une surchauffe de l'économie américaine, avant de revenir sur cette déclaration après la clôture de Wall Street, précisant que cela n'était ni une suggestion ni une prévision. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent, aujourd'hui à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que le chiffre d'affaires de Stellantis progresse de 14% à près de 37 milliards d'euros au premier trimestre, porté notamment par une demande venue d'Europe, mais aussi du continent américain, et ce, malgré la pénurie de semi-conducteurs, une pénurie dont l'impact devrait se faire sentir au second semestre selon le groupe. En attendant, Stellantis confirme son objectif de marge opérationnelle, comprise entre 5,5% et 7,5% pour 2021. Le titre Stellantis qui s'apprécie ce soir et gagne 7%. Veolia Environnement annonce de son côté confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2019 qui s'établissait à 27,19 milliards d'euros. Veolia Environnement qui vise également un EBE en croissance de 10% sur l'année par rapport à 2020. Le groupe estime également que le projet de rachat de Suez pourrait être bouclé avant la fin de l'année. Un rachat dont le financement serait d'ailleurs complété d'une augmentation de capital de 2 à 2,5 milliards d'euros. Veolia qui perd 1% ce soir à la clôture du marché parisien. On suivait également aujourd'hui AXA qui annonce un chiffre d'affaires en progression de 2% sur le trimestre, tout en indiquant être confiant sur la possibilité d'un retour au bénéfice de sa filiale AXA XL. AXA qui gagne ce soir 0,3% à la clôture. On continue avec Solvay qui annonce un bénéfice par action en progression d'un peu plus de 11%, constatant une reprise économique sur un grand nombre de ses marchés. Solvay qui gagne 4,4% ce soir, et on finit avec Bombardier qui annonce la vente de sa participation de 3,1% au capital d'Alstom pour un montant de 506,2 millions d'euros très exactement. Alstom qui, suite à cette annonce, n'a pas beaucoup évolué, clôturant ce soir à plus 0,09%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats trimestriels de Thales, mais aussi d'ArcelorMittal, Essilor-Luxottica, Legrand ou encore Société Générale. Une journée donc avec beaucoup de résultats trimestriels, mais aussi beaucoup de statistiques comme les ventes au détail en zone euro ou encore l'indice PMI des services au Royaume-Uni. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Sébastien Lalvé également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Directeur général de la financière Arbevel. Et Gilles Guiboud qui nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Directeur des actions européennes d'AXA Investment Managers. Je mettais Donald Trump à la une, effectivement. Alors, la décision de l'organe de supervision de Facebook qui confirme le bannissement de Donald Trump pour encore plusieurs mois au moins. Cette décision avait été prise par Facebook le 7 janvier dernier après les événements du Capitole, estimant que Trump, à travers ses messages, notamment répétés sur l'idée d'une fraude fiscale majeure aux États-Unis, entretenait un environnement, un climat dans lequel un sérieux risque de violence était possible. Ce sont les termes du jugement, on va dire, de Facebook. Sauf que l'organe de supervision de Facebook écrit à Facebook, au management de Facebook, que la responsabilité leur incombe de préciser la sanction en appliquant des pénalités, des sanctions trop vagues, sans critères précis, et ensuite en renvoyant le dossier devant l'organisation de supervision de Facebook. Facebook cherche à échapper à ses responsabilités. C'est ce qu'écrit aujourd'hui cet organe de supervision. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'investisseur, en tant que participant de marché? On parle des résultats des GAFAM, mais on parle aussi de tous les enjeux autour de le pouvoir que ces plateformes ont entre leurs mains aujourd'hui. Je vous vois sourire, Sébastien Lalvé. Est-ce que c'est un sujet de marché ou pas, le fait que Trump soit encore banni pour au moins 6 mois peut-être de Facebook? Quand Facebook et Twitter ont écrit leur règlement d'usage, ils n'ont pas imaginé que le président des États-Unis utiliserait leur plateforme comme haut-parleur numéro 1 de sa communication. Donc effectivement, ils auraient peut-être fait plus attention s'ils l'avaient su à l'époque. Mais le sujet, c'est dans quelle mesure ces sociétés deviennent tellement systémiques que leur usage et leur accès devient un sujet majeur. Moi, je pense pour Facebook, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça les entre guillemets, ça les met sous les feux et sous les fourches codines de la réglementation. Et que c'est un pas de plus vers une réglementation et une régulation parce qu'ils sont systémiques en fait. Ouais. Donc ce que ça m'inspire, c'est qu'ils rentrent dans une période compliquée parce qu'ils sont devenus tellement gros et tellement importants que ça devient un enjeu de les réguler. Donc c'est jamais une bonne nouvelle quand une société devient trop grosse et qu'on doit la réguler. C'est une régulation que Facebook est capable elle-même de prendre en main d'une certaine manière. La création de cet organe de supervision, ça a été vécu comme une étape importante. C'est un organisme indépendant du management de Facebook, dont les décisions sont contraignantes, engageantes pour Facebook, qui a toujours dit qu'il se plierait aux décisions de cet organe de supervision. Est-ce qu'on a déjà là l'idée ou l'embryon d'un contre-pouvoir interne, ou est-ce qu'il faut imaginer une régulation beaucoup plus publique peut-être? La bonne nouvelle, c'est que pour 99,999% de leurs usagers, s'ils coupent l'accès d'un usager, tout le monde s'en moque. Mais oui. Donc là, le côté people, c'est Trump. Mais donc il y a le côté people. Donc ce côté-là, je ne sais pas, mais le vrai sujet macro, c'est à quel moment, effectivement, ces sociétés, de par le cas généré, de par l'importance, de par le filtre. Parce qu'on peut reparler de ce qui s'est passé pendant les élections, de ce qui s'est passé en Angleterre avec Cambridge Analytica. Tous ces sujets-là sont des vrais sujets systémiques. Donc là, on peut pas tout laisser faire. Je veux dire, l'histoire de Trump, c'est assez anecdotique, mais en fait pas. Donc on revient à Cambridge Analytica et on revient à toute l'importance de ces plateformes, de ce qu'elles sachent, ce qu'elles connaissent de vous, des usagers, de ce qu'elles peuvent filtrer, dans quelle mesure elles peuvent orienter. Elles disent qu'elles ne le font pas, mais donc c'est des vrais sujets importants pour tout le monde en fait. Et est-ce que le marché à un moment va s'inquiéter de ces sujets-là? Parce que j'ai regardé, Facebook, il y a 4 jours, elle était au plus haut historique, l'action Facebook. Après, il y a tout un contexte qui fait ça aussi, mais je pense qu'on rentre dans d'autres périodes, je pense, par rapport en phase pour ces sociétés-là. Et je pense qu'à un moment, il faudra séparer les GAFA, on parle toujours des GAFA, mais je pense que Facebook n'a pas du tout le même rythme et les mêmes ambitions et les mêmes potentiels qu'un Amazon ou qu'un Google, qui sont des sociétés fondamentalement différentes. Aujourd'hui, là, on est dans la période de la simplification à l'extrême tout le temps. Mais c'est quand même des sociétés qui ont des potentiels et puis surtout des volontés qui ne sont pas du tout les mêmes.
Mais ce qui est génial avec cette société, Facebook, c'est aussi Oculus, c'est aussi plein de choses qui sont très en avance de phase. On parlera des cryptos tout à l'heure. Facebook, c'était aussi Libra, c'est le premier à avoir parlé de sa propre crypto. Le jour où ces sociétés-là, le jour où Amazon émet son propre token, vous verrez les réactions des uns et des autres, parce que le jour où Amazon émet son token, et il émettra son token, il faut quand même pas totalement être naïf sur le sujet, il le fera, vous verrez les réactions. Et s'il ne fait pas comme Libra, et puis qu'il ne l'annonce pas, en disant un jour je le ferai, qu'il y a une levée de bouclier, et qu'un jour il annonce ça y est, c'est fait, et qu'il y aura une adaptation par les gens, qu'il y aura un usage immédiat, on ne pourra pas le contrecarrer. Ah oui. Là, on court-circuite la régulation. Voilà, la régulation, je pense que c'est on s'en fout. Enfin, c'est à partir du moment où vous avez des milliards d'utilisateurs qui l'utilisent, régulez ce que vous voulez. Bon, il y a deux crypto-enthousiastes là, avec donc Sébastien Lalvé et Yves Maillot. Je ne sais pas dans quel camp vous êtes, Gilles. Bon, on va parler des cryptos, mais restons quand même. J'aime bien l'idée. Est-ce que c'est le procès de Facebook ? Il y a aussi le procès d'Apple ou de l'App Store, plus précisément, qui se joue en ce moment là pour 3 semaines devant un tribunal californien à Oakland. Donc c'est Epic Games, l'éditeur de Fortnite, qui accuse, alors une nouvelle fois finalement, d'abus de position dominante, l'App Store d'abus de position dominante chez Apple. Bon, encore une fois, voilà, ce sont juste les exemples récents du pouvoir qu'ont ces géants aujourd'hui et des questions que ça soulève en matière de régulation privée ou publique. Le cas Apple me semble peut-être un peu différent. Même si c'est un grand acteur, on va dire, du numérique, l'Internet au sens large, un sujet un peu plus business finalement, avec une position dominante et puis tout ce que ça peut entraîner. Éventuellement léonin dans les contrats d'Apple avec ses prestataires et clients. Ce qui aurait plutôt, pour moi, le sujet général, on a évoqué Google, on a donc parlé de Facebook, c'est qu'on rentre dans un monde assez passionnant d'ailleurs, du numérique au sens large, où finalement il y a tout à construire en termes de règles. Pour l'instant, les seules règles, on l'a vu avec tous les sujets, là aussi, ce n'est que le début du privacy, donc des données personnelles et comment on les traite. On peut tenser tous ces grands acteurs et leurs positions, mais finalement, ils ont construit par défaut des schémas pour l'instant très, très peut-être insuffisants, mais qui n'existent pas par ailleurs et qui sont obligés eux-mêmes de plus ou moins bien construire ou pas du tout. Donc là, je renvoie avec l'affaire Trump et Facebook. Voilà, donc on est typiquement là-dedans. Bon, sur le sujet vraiment Facebook, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est un peu gênant pour l'entreprise. Bon, il y a le sujet Trump, mais derrière tout ça, il y a d'autres sujets qui nous dépassent un petit peu quand on regarde l'aspect investisseur. C'est aussi l'influence, là en l'occurrence, de ces nouveaux médias et comment ils peuvent être utilisés ou pas. Donc c'est très compliqué parce que finalement très arbitraire. Là, le fait manifestement, c'est que Facebook, le management de Facebook est dans une situation où il va devoir répondre aux questions qui sont posées et que c'est, on va dire, un sujet un peu embarrassant. Après, pour l'instant, en termes de perception du marché, bon, il n'y a pas vraiment de rivaux à tous ces acteurs d'ailleurs, et entre autres à Facebook. Donc que le cours du titre de Facebook soit tout près de ses plus hauts, on voit bien. C'est pas incohérent. C'est pas incohérent, voilà, pour l'instant. De de la même façon qu'on a vu tous les sujets relatifs au sujet privacy, n'a pas empêché les grands acteurs, dont Google, de continuer leur parcours invraisemblable et en même temps justifié. Voilà, j'ai pas tellement à ce stade d'autres réactions à vous donner, Grégoire. Non, mais c'est bien, ça permet quand même d'effleurer des sujets profonds pour ces entreprises et des sujets de long terme, j'imagine. Gilles, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Trump banni de Facebook et Facebook qui se retrouve dans un corner d'une certaine manière. Alors je crois que pour Facebook, c'est l'opportunité de définir des règles qu'ils n'avaient pas eu le temps d'écrire. Toutes ces sociétés en réalité, sont à une période d'adolescence où elles ont défriché un univers, un monde où il n'y avait pas de règles, où ils ont joué avec les règles en étant un petit peu à la marge, où ils arrivaient à faire de la finance sans avoir les ratios prudentiels, où ils arrivaient à faire travailler des gens sans avoir à payer les charges sociales. Donc ils ont tous utilisé ces trous dans la raquette, on va dire. Et donc on est à un moment où on arrive proche de l'âge adulte et puis il va falloir un petit peu réguler et normer tout ça. La question qui se pose à Facebook aujourd'hui, c'est, et au management de Facebook, c'est définissez les règles parce que sinon il y a quelqu'un qui va le faire à votre place. Et donc ils ont sans doute une opportunité de répondre et d'apporter une réponse. S'ils ne le font pas, le régulateur sera amené à le faire.
Et je pense que d'un point de vue investisseur, c'est la dernière chose qu'on souhaite. Parce qu'effectivement, c'est ce qui permet à ces titres-là, aujourd'hui, de rester proches de leur plus haut, c'est parce que pour l'instant, personne ne veut croire qu'il va y avoir de la régulation. En Chine, visiblement, sur les comparables, c'est en train de se mettre en place. À la chinoise, hein, mais... Moi, j'ai tendance à penser, on l'a déjà évoqué ici sur ce plateau avec vous, c'est que la régulation, elle est en train d'arriver. On l'a vu en Europe. Netflix va devoir participer à la création française. On l'a vu en Espagne sur Airbnb. On l'a vu encore sur Google qui doit payer des articles de presse en Australie. Donc, on voit que cette régulation elle est en train de se mettre en place. Pour l'instant, c'est pas massif, ça reste marginal, mais il y a quand même un sujet. Et ça ne remettra pas en cause la qualité de ces sociétés. Je veux dire, ce qui pourrait vraiment les remettre en cause si on vraiment on allait jusqu'au démantèlement, et je pense qu'on n'y est pas. Mais ça ne remettra pas. En revanche, ce que ça peut poser comme question, c'est pas forcément les taux de croissance, mais c'est les coûts supplémentaires que ça peut entraîner, et donc la rentabilité. On parle, avant même de parler des taux d'impôt. Et donc, aujourd'hui, les multiples que les investisseurs sont prêts à payer pour un certain type de croissance pourraient être revus à la baisse, simplement parce que la croissance pourrait être amputée de ces coûts de réglementation supplémentaires. Mais aujourd'hui, tout le monde tente à penser que la réglementation qui semble poindre n'en mettra pas en cause leur positionnement. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on voit que depuis quelques mois, l'attitude des politiques a complètement changé. C'est qu'aujourd'hui, il est de bon ton de taper sur ces acteurs-là. Et qu'aujourd'hui, c'est politiquement facile de se dire ces gens-là gagnent trop d'argent, ils participent au grand écart de richesse. Donc je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Et qu'en investisseur, il y a un narratif facile et une tentation politique en investisseur évidente. Prudent, je ne mettrais pas tous mes œufs sur les GAFA aujourd'hui. On rentre dans une nouvelle période, mais par rapport à la réglementation, il y a un autre sujet, c'est qu'aux US, par rapport à la Chine, si Zuckerberg fait quelque chose qui déplaît au gouvernement, il ne disparaîtra pas 1 mois et demi, comme ça a été le cas pour Alibaba. Donc il y a cet élément important. Et il y a un truc à avoir en tête, c'est que cette semaine, il y a une nouvelle intéressante, c'est que c'est la vente d'AOL et de Yahoo, qui étaient les Google et les Facebook il y a 20 ans. Ouais. Dans la techno, faut pas. Bon, là, ce qui est assez particulier, c'est qu'ils ont des montagnes de cash et que nous ne sommes plus des montagnes à ce niveau-là, et qu'on est face à des managements qui ont assez souvent des années d'avance. Amazon, je ne sais pas si pour les passionnés de jeux vidéo, vous regardez les jeux vidéo, vous les regardez sur Twitch. C'est Amazon qui a racheté Twitch, personne ne le sait. Et ils ont lancé tout le cloud il y a je ne sais pas combien de dizaines d'années, il y a très longtemps. Ça aurait dû être le job des opérateurs télécoms européens, qui étaient ceux qui avaient le cash et qui avaient tout. La réalité, c'est que ces gens-là, ils ont tout le temps une façon de gérer à 10 à 15 ans d'avance. Et ça, c'est... Donc quand vous avez beaucoup de cash et une réflexion à 15 ans, c'est difficile de vous mettre en avant. Par contre, quand on regarde Yahoo est mort, enfin pas mort, mais a eu des problèmes. Pourquoi ? Ce qu'on m'avait expliqué, c'est que c'était des avocats qui, à la fin, qui géraient Yahoo. Les fondateurs étaient partis, et c'est le compliance qui avait pris la main. Ouais. Et c'est un anticorps à l'innovation. C'est-à-dire que vous avez beau acheter, acheter des boîtes, si à l'intérieur de la boîte il n'y a pas un ADN d'innovation et que tout fait tout le temps peur, on tue tout au fur et à mesure. Donc c'est aussi le gros sujet sur ces sociétés, c'est dans quelle mesure il y aura, au-delà du génie des créateurs, parce qu'on parle de ça, on arrivera à entretenir cette capacité à être toujours devant. Ça, c'est dur. Hein. C'est compliqué, hein, et le débat est sans doute pas tranché, mais parmi les accusations qu'on porte contre ces plateformes et la taille qu'elles ont atteinte, on les accuse justement de brider l'innovation au sens large, de racheter tous les petits concurrents qui traînent, alors soit de les faire monter après en interne, de récupérer, capter les technologies, soit d'éteindre justement la concurrence. Les économistes estiment que peut-être en net, on arrive au point où la taille de ces plateformes et le poids qu'elles ont aujourd'hui est une entrave à l'innovation générale. La question qu'on peut poser, c'est quelle est la dernière innovation d'Apple ? Le AirTag. Depuis que le PDG a changé, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Mais quelle est l'innovation ? Dans les services, non ?
Rien d'innovant dans les services. Si, non, mais mais c'est des questions qu'on peut se poser. Mais après, c'est pour ça qu'après, il y a la blockchain, la réalité virtuelle, il y a l'IoT, il y a plein de sujets, la medtech, la biotech, il y a plein de sujets tech en général qui sont en train d'émerger. L'IA, tous ces sujets-là vont être un très bon terreau pour des futurs leaders. Mais après, Microsoft a essayé de racheter Facebook avant que ça vienne en bourse. Zuckerberg ne l'a pas fait. C'est aussi ça leur génie. Ils ont résisté à des chèques avec 9 chiffres à 30 ans. C'est pas donné, c'est pas dans l'ADN de tout le monde. Il faut quand même rappeler qu'on est sur des modèles, on n'avait jamais vu ça, rendement croissant avec la taille aussi. Donc les coûts dont parlait Gilles, pour l'instant en tout cas, ils peuvent les assumer. Enfin, je pense à des Google, etc. Et même on peut imaginer que ça les renforce. C'est-à-dire qu'une augmentation de la pression réglementaire avec tous les coûts que ça peut induire, finalement, quand vous êtes déjà à ce niveau de taille, ça tue d'une certaine manière la concurrence. C'est quoi les coûts des overcost dans Google? Je sais pas, tous les projets non rentables qui mènent dans un overcost. To the moon, là, les Calico, les machins comme ça, c'est des centaines de millions. En cumulé, c'est plusieurs milliards en fait. Et même si ça donne rien, c'est pas grave. Ça leur coûte rien. Non. C'est pas que ça leur, parce qu'ils en gagnent tellement que c'est du. Alors après, s'il y a des coûts administratifs et des coûts liés à la régulation, dans quelle mesure ça impacte? Ça sera pas je pense pas que ce soit systémique, parce qu'ils gagneront moins d'argent, mais ils en gagnent tellement que ça changera pas grand-chose. Mais c'est là où je pense que ça les fera pas dérailler. C'est juste à un moment donné, c'est quel multiple on veut mettre et comment ça peut changer l'autocroissance. Ça change pas la solidité de ces sociétés-là. Alors, mais ce qui est assez étrange, c'est quand on regarde les GAFA, étrangement, c'est pas forcément les plus chers. C'est pas du tout les plus chers. C'est pas du tout les plus chers. Donc, mais ça n'empêche que ça posera des questions parce que ça pourra rendre la vie difficile aussi pour les autres. Et donc, on est quand même face à des conditions de marché qui sont un peu particulières. Et c'est là où effectivement, il y a quand même des règles à écrire sans doute. Si on investit aujourd'hui, je pense que depuis 18 mois, ça qui est compliqué pour des gérants comme nous, c'est que c'est difficile de battre le portefeuille le plus médiatique et le plus simple de la Terre, c'est-à-dire où tu as acheté Tesla, Facebook, Google, Amazon, tu achètes les boîtes les plus connues du monde. Et les plus grosses. Tu dis, moi je fais un panier, je suis investisseur perso, je fais le panier des 5 plus grosses boîtes du monde, les plus connues du monde, et je fais une meilleure perf avec mes 5 boîtes que la totalité des gérants. Et même si ça sous-performe depuis quelques mois, une paire de mois, une paire de trimestres, c'est pas grave. Moi, je pense que dans le portefeuille pour les prochaines années, c'est pas forcément ces boîtes-là qu'il faudra avoir pour toutes ces raisons-là. Mais je me trompe peut-être, on s'est trompé plein de fois. Mais il y a 10 ans, c'est ce qu'il fallait acheter. Pour les 10 prochaines années, c'est peut-être pas ce qu'il faut forcément. Moi, je parierais plus sur Moderna ou peut-être Amazon est quelque chose de différent encore. Mais par exemple, c'est pour ça que je dis qu'il faut séparer. Les GAFA, pour moi, ça n'a plus de raison, ça n'a pas de raison d'être en tant qu'acronyme boursier. On a mis combien de temps à tuer les BRICS, l'acronyme, je sais pas, ça prend 10 ans. Bon, voilà, on verra. Je parle pas de Tesla. Et pourquoi Amazon est différent, Sébastien? Amazon est différent parce que je pense que Bezos, il est encore. Moi, je trouve ça fascinant. Je veux dire, les gars qui achètent Twitch il y a 10 ans, qui foncent dans le cloud il y a plusieurs dizaines d'années, enfin plusieurs, je sais pas il y a combien de temps. Je trouve ça extraordinaire. Et puis ils ont acheté la boîte pour faire le retail, Wallfood. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça a été intégré, je sais pas comment. Je suis pas certain que ce soit très plaisant d'y bosser. Mais c'est d'une efficacité et ça a une longueur d'avance qui est fascinante. Puis ils ont accès à tout le monde. Et maintenant, il y a Prime, il y a la livraison, eux, ils peuvent vraiment tout vous vendre. Donc, quand je parlais du token, si Amazon, ils ont fait de l'assurance avec Buffett. C'est pas allé très loin, je crois, cette histoire d'assurance avec Buffett. Il y avait JP Morgan aussi. J'ai pas. Ouais, bon. Non, mais j'ai pas revu le sujet, mais je sais aussi qu'ils se permettent d'aller sur la pub en ligne. Face à Google, face aux autres, c'est 15 milliards maintenant sur le trimestre, la pub en ligne. C'était 0 il y a 3 ans pour Amazon. Ah oui, c'est rien, mais bon.
Pourquoi on parle des cryptos aujourd'hui? Tiens, parce que vous êtes là déjà, messieurs. Non, mais j'avais quelques questions quand même sur les cryptos. Pourquoi la domination du Bitcoin est challengée aujourd'hui, Yves? Pourquoi on parle de l'Ethereum? Ça fait x4 depuis le début de l'année. Ça pèse 380 milliards de dollars, je crois, de market cap. Pourquoi est-ce qu'on parle peut-être même encore plus du Dogecoin? Plus 11 000% depuis le début de l'année. On a 50 cents de dollars, je crois, pour le Dogecoin aujourd'hui. Même, il me semble avoir vu plus de 65 cet après-midi. Plus de 65, tout le monde nous dit ça va jusqu'au dollar minimum. Elon Musk, le plus grand soutien du Dogecoin ever, sera sur Saturday Night Live en tant qu'animateur exceptionnel ce week-end. Et donc, il y a une espèce de... Non mais pourquoi on parle voilà, pourquoi le Bitcoin est challengé déjà aujourd'hui? On va prendre le sujet un par un, Grégoire, en essayant d'être très synthétique. Alors, ce qu'on appelle... la domination, dans le jargon de la crypto, c'est la dominance. La dominance, c'est tout simplement le poids relatif du Bitcoin par rapport à l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, échanger sur les grandes plateformes. Donc, Bitcoin aujourd'hui, pour donner donc des références, c'est un peu plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Et l'ensemble des crypto-monnaies, avec un Ethereum qui a beaucoup progressé ces dernières semaines, c'est à peu près un peu plus de 2300 milliards de dollars. Donc on est déjà là sur des masses, qu'on compare à un PIB d'un pays comme la France. On n'est plus du tout dans l'anecdotique maintenant. Et donc ce poids relatif, cette dominance de Bitcoin, là quand on fait rapidement le ratio, on arrive à peu près à 45%, ce qui s'était jamais produit depuis peut-être au tout début, mais dans des périodes où on était sur un monde totalement émergent. Donc, alors qu'en début d'année, fin d'année dernière, on était encore un peu plus de 70%. Et oui. Alors, il se passe un truc sur les marchés des crypto-monnaies qui ressemble un peu à ce qu'on connaît sur les petites et grandes valeurs sur les marchés actions. C'est que Bitcoin étant la référence et un petit peu le benchmark, lorsque l'on est dans une phase basse du cycle, Bitcoin domine. C'est un peu le cœur de portefeuille, en quelque sorte, la valeur... Les large cap, c'est les large cap du marché boursier. Et le poids de Bitcoin est important. En tout cas, ça s'est passé dans les 3 grands cycles qu'on a connus précédents. Ouais. Et quand on rentre dans ce que les spécialistes appellent la alt season, c'est-à-dire alt par référence à altcoin, les altcoins étant tout ce qui n'est pas Bitcoin et qui peut fonctionner sur des blockchains différentes, et bien là, vous avez une surperformance de toutes les autres, y compris les plus grosses autres crypto-monnaies entre guillemets, concurrente de Bitcoin. Et vous avez depuis à peu près un an un truc qui émerge dans le monde des crypto-monnaies qu'on appelle la finance décentralisée. C'est-à-dire qu'en somme, on peut y faire du prêt et de l'emprunt à partir de crypto-actifs détenus par les gens qui travaillent ce marché. Et vous avez là affaire à des projets qui sont sur des performances. Alors souvent des projets qui partent de tout petits montants, mais qui ont des performances absolument incroyable pour des gérants actions, même de small cap. Et puis, vous avez quelques gros projets, Ethereum et ses compétiteurs, qui sont maintenant, on a mentionné ce chiffre de 380-400 milliards de dollars, qui sont sur des niveaux de performance bien au-delà de ce qu'a connu Bitcoin et qui a pourtant, comme on le sait tous, bien performé. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Donc tout ça est finalement, comment il faut l'interpréter, comme un signe de très grande vitalité, peut-être excessive, du prix des crypto-monnaies en ce moment. Mais voilà. Elles sont toutes crédibles, elles ont tout un rôle à jouer, parce que moi je comprends, Dogecoin, c'était un peu la blague au départ, hein, si on lit même ce qu'a écrit le fondateur, je crois récemment, qui lui est sorti des cryptos, il dit c'était vraiment une blague. Alors c'était une blague. Sauf que ça pèse 90 milliards maintenant. Ça pèse 90 milliards, c'était une blague, mais pas, comment dirais-je, mais pas une entourloupe, pas un scam, pas quelque chose qui avait été fait à l'époque. C'est vieux, hein, c'est un projet de 2013 qui était fait par un informaticien qui voulait montrer que on était capable de faire comme un Bitcoin, mais d'un truc qui servait à rien, en gros. Alors vous avez la figure symbolique de ce chien voilà, qui représente le Dogecoin. Et on a eu successivement, depuis 7 ans, des gens qui ont utilisé Dogecoin comme un outil pour des œuvres caritatives, utiliser la symbolique du Dogecoin pour récupérer des fonds. Je crois même qu'il y a l'équipe de bobsleigh de Jamaïque, ça fait rigoler, qui s'était qualifiée aux Jeux d'hiver de Sochi en Russie, voilà, qui avait utilisé le Dogecoin parce qu'ils n'avaient pas de budget. Ils s'étaient qualifiés, ils n'avaient pas de budget. Enfin, c'est un truc assez hallucinant et qui avait été utilisé. Voilà. Et donc, c'est pas une blague. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Dogecoin est une blague? Pourquoi c'est moins crédible que Bitcoin? Pourquoi c'est plus une blague que Bitcoin? Bitcoin, c'est très différent. C'est une monnaie, ça se veut être une monnaie ou une réserve de valeur concurrente. Dogecoin, à la base, à part cette histoire-là, ça n'est rien, évidemment, pour des gens qui sont purement dans la technique. C'est un truc créé qui fonctionne, une blockchain qui fonctionne, mais qui derrière ne servait à rien.
En fait, aujourd'hui, c'est quoi ? Moi-même, j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais c'est un outil marketing extraordinaire qui, en plus, dont s'est emparé Elon Musk, qui adore provoquer, etc. Et donc, depuis l'utilisation, en plus, il a parlé de création peut-être déjà de coins qui existaient, dont il s'est occupé pour la future économie martienne. Donc, on est parti dans des délires incroyables. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a là un outil marketing qui finalement, alors on peut appeler ça de la pure spéculation, et finalement ça en est, mais c'est un symbole même d'un monde qui est en train de changer. À côté de ça, Ethereum, c'est un protocole informatique qui est de plus en plus utilisé, qui est presque victime en ce moment de son succès, puisque sa blockchain, qui à la base est la blockchain identique à celle de Bitcoin, est en train de muter, puisqu'elle est en totale phase de surchauffe. Cette mutation est en train de très bien se dérouler. Et on a de très très nombreux projets qui utilisent ce protocole informatique. Y compris des banques centrales, qui s'appuient sur ces protocoles Ethereum pour faire leurs premiers tests d'émissions obligataires numériques. Y compris les banques centrales, y compris des banques, j'allais dire dans le monde financier traditionnel, qui utilisent ce protocole pour lancer des blockchains dans le monde purement financier. On a besoin de la blockchain Ethereum pour tout ce qu'on appelle les smart contracts. C'est ça. C'est la blockchain Ethereum qui est utilisée pour ça. Et les fondateurs d'Ethereum, il y en a plusieurs, dont quelqu'un qui s'appelle Joseph Lubin, et qui est aujourd'hui à la tête d'une boîte qui s'appelle Consensus, qui, s'il vous plaît, est le Capgemini de la blockchain Ethereum. Donc, c'est la boîte de service qui va voir les corporates et qui met en place les smart contracts et qui explique comment on peut utiliser la blockchain Ethereum. Et tous les tokens, parce que il y a plein de tokens donc, qui ont été émis pour des jetons donc qui ont été émis au sein de projets plus ou moins sérieux, mais il y en a beaucoup qui sont très sérieux et qui sont sur la blockchain Ethereum. Donc les remarques qu'on faisait, c'est que la blockchain, elle n'est pas scalable, elle n'est pas suffisamment robuste. Mais tout ça, entre guillemets, si vous vous rappelez en 2000, pour ceux qui avaient un ordinateur à cet âge-là, faire de l'Internet à l'époque, c'était pas très sexy et ça allait pas très vite et c'était pas très scalable. On revoit ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc c'est les mêmes reproches. Pour moi, tous ceux qui disent la blockchain, ça marche pas, ça consomme trop d'énergie, c'est pas scalable, c'est les mêmes qui disaient il y a 25 ans, Internet c'est nul, c'est trop lent, quoi. Donc faut se projeter un petit peu. Et il y a plein de projets qui sont assez excitants. Et les vrais jetons qui auront de la valeur. Aujourd'hui, tout a de la valeur parce que ça s'auto-entretient. Donc il y a évidemment une partie bulle en ce moment. Mais moi, je soutiens qu'une bulle, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça permet de financer des projets qui ne verraient pas le jour sans la bulle. Et après, que ça pète à un moment, ça pètera. Ça a déjà pété, ça repètera sûrement. On verra ce que fera Dogecoin à ce moment-là. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est dans quelle mesure les tokens, enfin la blockchain et tout ça, fera des vrais projets. Et moi, personnellement, je m'intéresse à des projets qui ont un vrai sens. Moi, tout le monde connaît, c'est Atari. Atari a fait son propre token, son propre jeton, et l'utilise pour faire en sorte que des gens développent des applications au sein des jeux d'Atari et ils les rémunèrent. Donc ça devient des systèmes qui s'auto-entretiennent. Bien sûr. C'est des écosystèmes. C'est des circuits fermés. Des circuits fermés, mais il y a des mondes virtuels, des sandbox et tout ce genre de choses. C'est des vrais circuits fermés qui créent des écosystèmes grâce à tout ça. Donc on verra ce qu'on en fera, mais il ne faut surtout pas dire que c'est n'importe quoi et c'est que de la spéculation, parce qu'il y a des vrais projets concrets qui se montent grâce à ça. Bon, je ne sais pas ce que ça vous inspire, Gilles. Puis on peut dire un mot des marchés plus traditionnels, qui sont encore des marchés qu'on regarde, les marchés actions. Pour tout ce qui est Bitcoin et équivalent, je veux dire, je reste un peu ignorant et je ne suis pas sûr de tout comprendre. Les sociétés dans lesquelles vous investissez, ce que je comprends néanmoins, c'est que ça s'appuie sur une technologie qui, aujourd'hui, commence déjà à trouver des applications réelles et utiles dans un certain nombre de champs différents. Qu'est-ce que c'est que la blockchain ? C'est un système, en réalité, qui permet de se passer d'un tiers de confiance et d'offrir une traçabilité ultime. Et aujourd'hui, les opérations où on a besoin de tiers de confiance, elles sont assez nombreuses. Un des usages qui a été mis en place récemment pour la blockchain, c'est notamment tout ce qui est traçabilité et authentification des produits de luxe. Oui. Quand vous achetez un produit Hermès ou LVMH, vous voulez être sûr que c'est un vrai. Là, vous avez le moyen
non seulement de l'identifier, mais de savoir quasiment qui l'a cousu. Et donc, vous avez un exemple concret de ce que peut apporter la blockchain. En termes de traçabilité. Cette traçabilité pour les produits de luxe, quand ça deviendra sans doute plus abordable, on pourra l'étendre à bien d'autres industries, y compris dans la traçabilité des produits alimentaires. Donc je pense qu'effectivement, il est utile et urgent de s'intéresser à la blockchain. Imaginez une voiture d'occasion. Pour savoir... On sait entre combien de mains elle est passée. Et quelles opérations ont été faites dessus. Donc on arrive vraiment à avoir... Oui, c'est un livre ouvert de la vie passée, effectivement, du produit. Donc là, on a véritablement un intérêt pour l'aspect, on va dire, technique. Pour ce qui est de l'aspect monétaire, à ce stade, je dois dire que moi, je reste... Mais sans doute parce que je m'y suis moins intéressé, un peu plus réservé, où je ne suis pas sûr de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Moi, je ne sais pas si tous les crypto-enthousiastes estiment que ces cryptos deviendront des monnaies. Ce n'est pas forcément le but. Alors, Non, mais c'est encore une partie qui a été assez confusante du sujet. L'aspect Bitcoin utilise une technologie nouvelle qui est la blockchain et qui a des tas de qualités. Et en même temps, c'est un projet de monnaie parallèle, de monnaie privée. Donc ça, c'était assez confusant dans le débat. Mais nous qui nous intéressons aussi beaucoup aux sujets monétaires, bancaires, financiers, il faut rajouter qu'au-delà de la partie traçabilité, c'est aussi la fluidité pour qui a des expériences d'échange, de transfert, de paiement avec une blockchain, des cryptoactifs. On est dans un monde totalement différent. J'ai l'habitude de dire qu'on passe du cheval à l'avion à réaction. Ça, c'est très important. À l'image de ça, on a par exemple, mettons de côté les crypto-monnaies dont on parle beaucoup, mais une des filiales de la Société Générale qui est spécialisée dans les solutions blockchain, qui a permis avec Forge, avec Goldman Sachs et d'ailleurs et Santander, de lancement d'une obligation dans la blockchain protocole Ethereum d'ailleurs, de 100 millions d'euros. Alors ça sert à quoi ça sert pour la Banque européenne d'investissement. Pour la Banque européenne d'investissement. Comment ça se passe ? Ça s'est bouclé en quelques minutes. Les paiements, le règlement, là où ça prend plusieurs jours, dans une totale sécurité, une totale fluidité. Donc on passe dans un autre monde quand on utilise une blockchain sur les circuits bancaires de transfert d'argent, de paiement, etc. Alors ça pose plein d'autres sujets qu'on connaît bien. Mais à quoi ça sert ? Ça sert à ça. Imaginez tous les métiers du back-office. Alors... non, j'imagine pas justement. Enfin, c'est ce qu'il faut nous dire d'une certaine manière. Parce que je comprends l'idée de la fluidité, de la vitesse. Ok, très bien. On peut toujours aller plus vite dans les transactions et de manière toujours plus fluide. En réalité, la puissance de cette, alors je ne veux pas dire technologique apportée par l'informatique finalement, mais c'est une révolution organisationnelle au lieu d'une révolution technologique. Et en fait, c'est tellement puissant. Moi, je pense même que ça va au-delà du changement qu'on a connu avec Internet. Simplement, il y a des tas d'enjeux et d'obstacles, d'implémentation de la capacité qu'a la blockchain dans un certain nombre de domaines. Sébastien, et puis d'où le problème de ce que j'appelle la legacy technologique, c'est-à-dire dans quelle mesure une banque peut se permettre d'embrasser totalement cette technologie, parce que c'est des changements structurels. Les banques, il y a encore des informaticiens qui codent en COBOL, sur le système d'information. On avait rappelé en l'an 2000. Mais voilà, de base. Donc, comment elles seront capables d'embrasser totalement une technologie qui c'est des transformations trop profondes pour des institutions déjà établies. C'est des milliers de personnes qui ont plus de job. Alors, comme la fin des chèques. Alors qu'une néobanque ou une organisation qui démarre, elle va démarrer avec une technologie, un backbone technologique qui sera sans commune mesure, qui sera infiniment plus efficace, moins cher, et c'est un vrai sujet. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parlait de crypto-enthousiastes, mais en réalité, plus qu'être crypto-enthousiastes, ils sont blockchain-enthousiastes. Oui, et donc on est bien sur un sujet qui n'est pas la crypto, qui est l'arbre qui cache la forêt en réalité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est derrière, et c'est la technique qu'il y a derrière, et ce que ça permet de faire. Donc, si on revient aux GAFA, c'est avec les nouvelles techno, avec tout ce qui va se passer, est-ce que ces GAFA-là seront capables de ne pas avoir de legacy technologique ou de legacy intellectuel et d'embrasser les nouveaux trucs en laissant tomber ce qu'ils ont déjà. Faut être fort, ça c'est donc c'est une vraie question. Un mot du marché traditionnel, Gilles Guilbault, je ne sais pas. C'est vrai que là, les deux séances, entre hier et aujourd'hui, on passe d'une séance hier un peu trou d'air, coup de mou, on ne comprend pas trop ce qui se passe, et puis là, ça repart dans l'autre sens. On sent quand même que ça devient un peu plus laborieux. Je trouve que ça illustre assez bien la problématique du moment. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un moment où
l'activité économique accélère. On est sans doute proche du pic en termes d'accélération. Aux États-Unis, notamment. Sans doute aux États-Unis, mais même en Europe. Le T3 l'an dernier n'avait pas été très mauvais. Les sociétés avaient commencé à restocker. Donc les bases de comparaison vont devenir un peu plus compliquées. Et donc on sera toujours en croissance, mais peut-être avec une accélération, avec une dérivée seconde qui sera moindre. Et donc, est-ce que c'est un moment difficile pour le marché, ça ? Et généralement, ce passage du pic, il est toujours un peu difficile. Maintenant... Et donc on est dans ce moment où aujourd'hui on a l'accélération et on le voit aujourd'hui sur les résultats qui sont sortis aujourd'hui, on a plutôt des réactions positives. On a eu une série de résultats de Solvay en passant par Peugeot, Stellantis, pardon. Stellantis. C'est pour eux. En passant par Solvay et j'en avais Deutsche Post. Veolia, Post, oui. Avec que des révisions à la hausse et des révisions d'objectifs pour l'année qui ont été saluées. Ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Donc, on voit quand même qu'il y a une certaine fatigue. Jusqu'à la semaine dernière, on voyait que les bons résultats n'étaient pas nécessairement salués par des hausses. En tout cas, pour des dossiers consensuels. Je pense à Schneider, je pense à LVMH. Oui, c'est ça. C'était peut-être pas le même type de dossier d'entreprise. Voilà. Mais on était sur des sociétés qui sortaient des résultats exceptionnels. Et en fait, on a l'impression que c'est... On l'a vu un peu avec les GAFAM aussi. Et le contrepoint de ça, c'est la séance d'hier, où, sur la simple perspective d'une possibilité à un moment de remonter les taux ou d'avoir une politique monétaire non adaptée, on a un marché qui plonge. Et ce qui laisse penser que, et moi c'est ma crainte depuis un certain temps, c'est qu'en fait aujourd'hui, les marchés actions sont une dérivée seconde de ce qui se passe sur les taux. Sauf qu'ils ne sont pas montés les taux US hier. Ça qui non, ils ne sont pas montés, mais c'est la perspective, c'est la seule déclaration. La petite phrase de Yellen. De dire, on va devoir remonter un peu les taux, ça suffit. Et pour moi, ça pointe la tension qu'il peut y avoir ou la tension qu'il peut y avoir autour du niveau de taux. Ça ne veut pas dire pour autant que les sociétés sont malades, ne sont pas en bonne santé. C'est juste qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que les marchés actions, ils réagissent aussi à ce qui peut se passer sur les autres classes d'actifs et que voilà, s'il se passe quelque chose sur les classes obligataires, les marchés d'actions pourraient en payer un peu le prix. Il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec Planète Marché ce soir. Je sens qu'il y avait des volontés de réagir, mais on ne pourra pas. On s'arrête là ce soir. Gilles Guibou, AXA IM, Sébastien Lalvé, la financière Arbevel et Yves Maillot, YAM Capital étaient nos invités ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse de Facebook. Non, c'est qu'on a parlé de Facebook dans la partie précédente. Je recommence. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir à l'immobilier et à la diversification qu'on peut obtenir à travers l'investissement immobilier. On va en parler avec Steven Perron, qui est en plateau avec moi, le président de Foncière Magellan. Steven, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'être là. Parmi les solutions d'investissement que vous proposez, alors Foncière Magellan, gestionnaire d'actifs immobilier, acteur de référence, vous proposez différents types de produits, DSCPI traditionnels, mais d'autres produits également. Et justement, parmi ces solutions, il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie Value Added. Je veux bien que vous nous expliquiez effectivement en quoi ça consiste. Je comprends que c'est l'idée de participer en tant qu'investisseur à la rénovation d'ensembles immobiliers qu'on remet au goût du jour ou qu'on transforme plus profondément. Exactement. Alors en fait, dans la stratégie finalement de l'investisseur aujourd'hui dans l'allocation de son portefeuille, il a plusieurs choix. Ou il va chercher des revenus récurrents, donc là il va se diriger vers des véhicules type SCPI très connus et très banalisés, on va dire, sur la place, il y en a beaucoup. Et puis l'autre option, l'autre stratégie, c'est d'aller effectivement diversifier son portefeuille et d'aller chercher un peu plus de création de valeur, alors certes avec un peu plus de risques, mais avec des espérances de gains et de TRI qui sont bien évidemment plus importantes. Et on va donc se concentrer finalement sur des actifs qui sont aujourd'hui un peu obsolètes, voire très obsolètes, qu'on va tâcher en fin de compte de remettre au goût du jour. Ça passe par bien évidemment des politiques de travail intense, d'asset management, de repositionnement de l'actif, changement de destination également. Et donc ça va permettre aujourd'hui d'aller chercher effectivement plus de création de valeur et donc des rendements et des performances complémentaires. Ouais, on va parler des performances et des TRI cibles qu'on peut espérer. Mais déjà concrètement, comment vous sourcez les projets? De quel type de projet on parle? Quelle est la phase effectivement d'investissement, de rénovation
nécessaire. Comment tout ça se met en place? Alors, dans ce type de stratégie, en fin de compte, est souvent intégré finalement dans des véhicules qu'on appelle des FPCI, Fonds Professionnels Capital Investissement, qui sont la réplique finalement de ce qu'on pouvait pratiquer dans le private equity. Donc on va fonctionner sur des durées qui vont être de l'ordre de 6 ans globalement. Donc l'opérateur, la société de gestion, a 6 ans finalement pour travailler et valoriser un portefeuille. Donc on va retrouver plusieurs actifs, bien évidemment, dans ce type de véhicule. Et on va se concentrer donc sur des actifs de bureau, sur des usines, sur des vieux sites, sur des actifs de logement, éventuellement repositionnés également. Et donc nous, on se sert finalement de notre réseau, de nos différentes implantations. On achète beaucoup en région, donc beaucoup dans les grandes métropoles régionales, mais aussi bien évidemment sur Paris, région parisienne. Et donc on va se concentrer sur ces actifs, développer, si oui ou non, effectivement, il y a un business plan qui tienne la route, bien évidemment. Beaucoup de sujets sont aujourd'hui étudiés et mis de côté, parce que tous les sujets ne sont bien évidemment pas bons. Et puis, on va travailler beaucoup avec les collectivités locales, avec des acteurs publics type la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts également, qui peuvent être aussi très intéressés pour finalement redonner une seconde vie à des sites entiers, à des zones entières, à des friches industrielles. Et donc l'idée, c'est d'accompagner finalement toute cette démarche, de la travailler et de positionner l'actif vieillissant dans un actif aujourd'hui standard de marché. Travailler avec les partenaires, les parties prenantes publiques, parapubliques, locales, pour vous, c'est quand même une garantie, c'est une maîtrise du risque importante. C'est indispensable aujourd'hui. On ne peut pas aller contre les collectivités locales, contre les élus. On le voit aujourd'hui dans toute la distribution, j'allais dire, des permis de construire qui est aujourd'hui un petit peu à l'arrêt parce qu'il y a eu des changements de municipalité et autres. Donc on doit travailler avec les élus, c'est évident. Et les acteurs publics aujourd'hui soutiennent finalement ce type de démarche avec aujourd'hui des moyens qui sont bien évidemment conséquents et puis toute une redéfinition de grandes zones urbaines qui aujourd'hui méritent très clairement attention. Bon, concrètement, là, je ne sais pas de quel type de projet on parle. Donc, on transforme quoi, des bureaux en logements, c'est des friches industrielles, des usines désaffectées qui sont transformées. J'allais dire qu'on peut s'intéresser à beaucoup de sujets, effectivement, des immeubles de bureaux qui vont être transformés en logements. Il y a beaucoup d'opérateurs qui opèrent sur cette thématique-là aujourd'hui. On le fait, nous, également en région. On va s'intéresser à des vieilles usines, j'allais dire, quelquefois un petit peu en désuétude, où il y a eu beaucoup de casse, d'emplois et autres, et qui aujourd'hui méritent, bien évidemment, parce que c'est des fonciers absolument extraordinairement bien situés. Donc on a souvent aussi des thématiques de pollution dans ces cas-là. Donc ça, c'est pour ça aussi que travailler avec des acteurs publics est aussi bien évidemment un atout considérable. Mais on va pouvoir travailler également sur des vieux bâtiments en cœur de ville, bâtiments historiques notamment, des sièges de banque qui peuvent aujourd'hui être j'allais dire, revendus. C'est ce qu'on a déjà pratiqué. HSBC a dit qu'il y avait 20% de ces bureaux qui seraient plus ces bureaux demain. C'est ça. Donc ils ne sont pas les seuls. Et donc ça, c'est aussi des emplacements extraordinaires. Parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est de travailler sur ces vieux immeubles. Ce n'est pas de rechercher des vieux immeubles, c'est de rechercher des vieux immeubles obsolètes qui soient bien positionnés, bien évidemment. C'est pour l'investisseur, quel est le risque supplémentaire? Effectivement, il faut accepter que pendant une période, il n'y ait pas de loyer qui tombe, c'est ça? Alors, en fait? Il n'y a pas de loyer puisqu'on travaille, bien évidemment, à ce qu'il y ait plus de loyers potentiels, bien évidemment. Donc, ce sont des véhicules de capitalisation, donc il n'y a pas de distribution. Donc, c'est pour ça que ce sont des outils de diversification. Ils viennent en complément des investissements qu'on peut faire, notamment dans les CPI, avec des revenus réguliers. Donc, véhicules de capitalisation. Et à la fin, on sort effectivement une performance. Et alors la performance de quel ordre? La performance. S'il y a c'est value added, je rappelle l'idée de la stratégie, créer de la valeur supplémentaire face à un risque évidemment plus important, mais on est sur des TRI aujourd'hui qui sont de l'ordre, alors avec toutes les précautions d'usage bien évidemment, qui sont de l'ordre de 8 à 12% sur ce type aujourd'hui de stratégie. Donc c'est plutôt intéressant, ça reste des outils, encore une fois, de diversification, mais la promesse, effectivement, de performance est là et elle est souvent là au rendez-vous. Bon, et aujourd'hui, justement, à travers ces véhicules que vous proposez, ces solutions que vous proposez, c'est quel type de clients est-ce que vous visez? Est-ce qu'il y a de l'appétit? Est-ce que ce sont des stratégies qui sont amenées, selon vous, à monter en puissance? Alors, il y a beaucoup d'appétit, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que les stratégies, alors ce qu'on appelle, core, donc très sécurisées, alternative fonds euros, quoi, l'immobilier avec des à rendements côté du fonds euro qui se tassent quand même beaucoup. Donc les investisseurs vont chercher justement un peu plus de création de valeur, un peu plus de performance, donc via notamment ces outils. Aujourd'hui, on est clairement sur ces performances de 8 à 12%, intéressent très clairement des investisseurs
majoritairement, on les appelle aujourd'hui qualifiés. Donc, les tickets minima aujourd'hui sont de 100 000 euros sur ces véhicules. Ah ouais. Donc, 100 000 euros. Et beaucoup d'investisseurs sont des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, pourquoi ? Parce que c'est ce type de véhicules, pas tous, mais les nôtres notamment, sont aujourd'hui éligibles à l'article, le fameux dispositif fiscal 150 0BTR, donc au remploi fiscal suite à des cessions. Et donc c'est extrêmement intéressant, bien évidemment, de remployer son argent dans ce type de véhicule avec des sous-jacents qui sont très tangibles, très clairement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça rencontre effectivement un grand succès. Bon, et effectivement, plusieurs projets pour mutualiser les risques. Globalement, je ne sais pas, dans un fonds que vous proposez, c'est combien de projets ? Une dizaine d'opérations. Une dizaine d'opérations. Ouais. Voilà. En région ? En région parisienne également aussi, bien sûr. Ouais. Et on va aussi chercher, c'est important aussi de le rappeler quand même, malgré tout, en termes de risque, c'est des véhicules qui sont classés en SRI sur un niveau de 6 sur 7. Donc ce sont des véhicules risqués, non capital garanti, bien sûr, mais c'est effectivement le pendant de la performance. Bon. Et en termes de déploiement des investissements, c'est un bon moment ? Est-ce que vous avez un sourcing, enfin beaucoup de projets aujourd'hui que vous étudiez, plus que d'habitude ? Beaucoup de projets, oui. Beaucoup de projets parce que aujourd'hui, on ne peut plus se contenter effectivement d'aller acheter des immeubles, j'allais dire blanc-bleu, qui aujourd'hui produisent des rendements de moins en moins effectivement pertinents. Et donc aujourd'hui, oui, il y a clairement une phase d'observation importante, d'action aussi, bien évidemment, et avec aussi un marché qui offre aussi des opportunités en ce moment, puisque certaines foncières, certains institutionnels peuvent avoir besoin aussi de dégager un certain nombre de liquidités ou j'allais dire, de diminuer très clairement leur exposition à l'immobilier. Et donc, ça offre des opportunités intéressantes. Merci beaucoup, Steven Perron, d'être venu nous parler d'investissement immobilier et de cette stratégie de diversification tournée vers la création de valeur immobilière avec cette stratégie value added. Steven Perron, le président de Foncière Magellan, qui est avec nous dans Marché à thème ce soir, le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir. Merci à vous. Merci. Nous, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.